quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, c'est Henri Marou. Et Henri Marou dit une chose qui me semble très importante. Enfin, en tout cas, moi j'ai toujours été sensible à ça. Vous parlez d'historien, mais parlez aussi d'écrivain, puisqu'Henri Marou salue en vous l'écrivain. Et il dit cette chose, mais je dis, non seulement il est d'accord avec moi, mais me dit que je suis un écrivain, c'est-à-dire, dit-il, un vrai historien. Alors ça, c'est quand même curieux. Quelle est la place de l'écriture dans votre travail? Parce que c'est très singulier, en fait, qu'on puisse faire un lien aussi fort entre l'écrivain et l'historien. Oui, Marou, donc, qui était mon professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne, et qui est devenu un ami, un voisin, etc. Marou était soucieux dans un livre qui est un classique sur l'histoire et les historiens, il dit bien que l'historien, c'est pas seulement quelqu'un qui fait des recherches, c'est pas seulement quelqu'un qui établit un plan, qui fait un plan, qui comprend des choses, c'est quelqu'un qui doit transmettre. Là, on retrouve cette idée, n'est-ce pas, de la transmission, de la communication. Et par conséquent, l'écriture, c'est fondamental. Et je vous le disais, nous avons eu une ou deux générations là, d'historiens qui étaient des écrivains. Et c'était magnifique. La scientificité, n'est-ce pas, la volonté de scientificité qui a triomphé, notamment avec le structuralisme, etc., a intimidé, je dirais presque, les écrivains. D'abord, on a vu l'intimidation faite aux romanciers avec le nouveau roman. Comment pouvait-on s'intéresser à une intrigue, à des personnages, etc. Bon, les romanciers ont bien pris leur revanche aujourd'hui, hein, heureusement. Mais il y avait cette idée-là dans les sciences humaines et sociales du désir, de l'impératif de scientificité qui passait nécessairement ou pratiquement par un langage souvent abscon, abstrait, ennuyeux. Et Marou était de ceux qui militaient et qui lui-même, dans ses ouvrages, écrivait d'une manière parfaitement claire. Et quand on doit employer des termes un peu compliqués, il faut les expliciter, soit par des notes, soit par des parenthèses. Et indiscutablement, j'ai beaucoup aimé Marou, son œuvre, aussi pour cette raison-là. De même que celle de Duby, celle d'Ariès, etc. D'ailleurs, il y a un petit texte de Duby, si on doit faire une petite parenthèse, qui a été édité cette année, qui s'appelle Les Égo-Histoires, oui, où on retrouve deux textes. Alors c'est Patrick Boucheron qui met la main dessus et qui révèle un Duby très soucieux de se raconter au travers de l'histoire. Enfin, c'est très curieux, c'est un objet fascinant. Mais Marou, justement, disait ceci, qui n'est peut-être pas bien compris d'emblée, que l'histoire est inséparable de l'historien. C'est-à-dire que, vous savez, c'est l'éternelle question de l'objectivité, de l'impartialité, etc. Naturellement, un historien professionnel, formé aux bonnes écoles, etc., doit faire de son mieux pour être le plus près possible de ce qu'il considère être le vrai. Preuve à l'appui avec documents, etc. Mais il n'empêche, dit Marou, vous ne pouvez pas vous exclure, vous anéantir. L'historien ne s'anéantit pas. Il existe, il a une famille, il est né à une certaine époque, il a des préjugés, il a des partis pris, il a une religion, et tout cela, bien entendu, il faut l'éliminer quand vous faites une recherche, mais néanmoins, déjà, Duby le déclare dans le texte que vous dites, déjà avec le choix du sujet. Il dit cela. C'est pas par hasard si vous choisissez tel ou tel sujet. Pas par hasard. Même si c'est un maître qui vous le propose, vous n'êtes pas obligé de l'accepter.
Et si vous l'acceptez, c'est parce que vous sentez une certaine affinité avec l'objet, avec le sujet. Donc, l'historien n'est pas... Les positivistes avaient rêvé, à la fin du XIXe siècle, justement, de faire de l'histoire une science. Une science, et par conséquent d'éliminer complètement la personnalité de l'historien. L'historien n'existait pas, il n'y avait que son travail scientifique. Eh bien, ça, c'est une illusion. On en est beaucoup revenu parce que, non, l'histoire n'est pas une science. Les méthodes peuvent être scientifiques, bien sûr, les méthodes de preuve, de contrôle, de recherche, mais finalement, dans l'écriture, prenez un sujet, n'importe lequel, une biographie. La démonstration est simple. Vous prenez François Ier et vous donnez à 5 historiens de faire l'histoire de François Ier, avec les mêmes matériaux, imaginons, les mêmes matériaux. Ils ont les mêmes documents. À l'arrivée, vous avez 5 livres différents. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'idiosyncrasie de la personne qui, d'une manière ou d'une autre, va affleurer, quoi. Bon, j'ai fait, vous l'avez dit, un livre sur Mitterrand, biographie de Mitterrand. Vraiment, j'ai tenté de le faire avec la distance, n'est-ce pas, en ne prenant pas parti. Et un des commentaires d'un socialiste qui s'appelle M. Glavany, c'était pour me dire, c'est un livre rocardien. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'ai pas fait un livre à la gloire de Rocard, mais il se trouve, il avait senti que j'étais quand même que Rocard m'était plus sympathique que Mitterrand. Voilà, c'est pour dire que on ne s'élimine pas complètement. Vous voyez, il y a toujours. Surtout lorsqu'il s'agit d'histoire contemporaine. Ah bah oui, voilà. Oui, ça, je suis d'accord. Mais même pour Flaubert, vous savez pourquoi je choisis Flaubert ? Pourquoi un historien va choisir Flaubert, hein ? Bon, c'est pas par hasard, mais ça, c'est une autre histoire. Madame de Staël aussi, hein ? On va pas parler de Madame Absolument. de Staël, mais ça aussi. Oui. Mais encore, Madame de Staël, si vous voulez, elle a une dimension politique. Une dimension politique. Tandis que Flaubert, il déteste la politique. Donc c'est paradoxal que je m'occupe de Flaubert. Mais bon, je me suis expliqué là-dessus dans la préface de mon livre sur Flaubert.